Hey, mais ici, aujourd'hui, pour parler de GUE avec Martin Lessard, puis ben mon acolyte, Mick. Salut! Faut savoir que Mick avait fait une boîte de questions sur Instagram, je pense, puis aussi dans Sur Spotify, Spotify, ouais. à savoir de quoi les gens avaient envie d'entendre parler. Puis GUE est revenu quand même souvent. Puis forcé d'admettre que c'était pas tant la question qui revenait des gens de notre communauté, parce que les gens qui sont chez Nautilus, pour la plupart, connaissent un peu c'est quoi GUE. C'était un petit peu moins peut-être marginal chez nous, compte tenu qu'il y a beaucoup de plongeurs GUE dans le staff, puis dans l'équipe tout autour, parce qu'on fait des activités aussi du mercredi GUE. Donc, je pense que tout ça fait que la communauté côtoie les plongeurs GUE, mais tout ce qui est couronne autour de Québec, ben là, ça, c'était une question qui est revenue quand même souvent. Puis, ben, on s'est dit, qui mieux de placer que Martin Lessard pour venir nous en jaser. Fait que merci. Dans un Ça premier fait temps, plaisir. j'aimerais ça que tu te présentes. Ben, Martin Lessard, je suis plongeur depuis, en fait, comme plein de monde, mon histoire remonte au cégep. J'ai Ouh! fait mon premier cours de plongée. Comme plein de monde, j'ai pas continué à plonger. Et puis, j'ai recommencé il y a une quinzaine d'années. Fait que j'ai refait toutes les formations à partir du début, PADI, Open, Advanced, Rescue, etc. Pour ensuite aller vers les formations GUE. Ce qui m'a amené aux formations GUE, c'est quand j'ai fait mon cours de spécialité profonde. Puis l'instructeur qui était là m'a fait réaliser que c'est le fun d'aller à 30 mètres 100 pieds avec un cylindre de 80 pieds cubes, mais il faudrait peut-être planifier correctement pour que ça reste le fun. Ouais. Puis quand on a commencé à parler de planification, puis il m'a parlé des autres façons, des façons différentes de planifier, puis il m'a annoncé finalement l'existence de GUE, ben c'est là que j'ai accroché. Ouais. Puis j'ai ensuite fait ma formation fondamentale. La formation fondamentale chez GUE, c'est la façon d'entrer dans l'agence GUE quand tu es déjà plongeur. Peu importe d'où tu proviens, tout le monde passe par là. C'est, comme le dit le mot, fondamental, c'est une espèce de mise à niveau. Et puis ensuite, on peut progresser si on le veut. On peut demeurer un plongeur récréatif, mais on peut aussi progresser vers la plongée technique, c'est-à-dire avec des compressions ou la plongée de cave, de grotte, Ouais, absolument. où je me suis rendu. Euh, En fait, hein, j'entends que GUE, ça se trouve être une agence, un peu comme PADI est une agence, CMAS, Tout à fait. NAUI, SSI. GUE, ça se trouve être une agence, mais parle-moi en plus. C'est une agence qui est relativement jeune. Elle a été créée en 1998, donc on vient tout juste de fêter le 25e anniversaire, en novembre dernier. Les gens qui ont fondé cette agence-là, on parle beaucoup de Jarrod Jablonski, qui est l'actuel président, c'est un des fondateurs. C'était des plongeurs de cavernes, de caves en fait, de grottes de la Floride. En Floride, il y a tout un réseau hydrologique souterrain qui était beaucoup plongé, qui était partiellement exploré. Puis dans les années 80, il y avait énormément de décès. Des plongeurs qui avaient des accidents. Puis il y avait énormément de décès, à tel point que toutes les caves ont été fermées, n'étaient plus accessibles aux plongeurs. Il y a un groupe de plongeurs d'avant GUE qui ont approché les propriétaires de ces endroits-là en disant, ben nous, on vous propose une nouvelle façon de les plonger avec une standardisation de notre équipement, des nouveaux protocoles, puis on pense qu'on est capable d'explorer ces caves-là de façon sécuritaire. Puis effectivement, ils l'ont fait, puis ils ont exploré des kilomètres et des kilomètres de caves sans accident. C'était des plongeurs, c'était des durs, là, des cracks, là, qui faisaient des 10 km de pénétration et des heures de pénétration, là, des 15 heures de pénétration de temps de plongée. Donc, ils ont développé l'équipement, ils ont raffiné l'équipement qui n'existait pas, ils ont adapté l'équipement. Ils ont surtout élaboré une façon d'utiliser l'équipement et une façon de plonger qui leur permettait de faire ça de façon sécuritaire, c'est-à-dire en ressortant vivant. Idéalement. Idéalement. Puis là, à un moment donné, ils ont dit, ouais, ben si c'est bon pour nous autres, peut-être que ça serait bon pour d'autres. Puis peut-être qu'on pourrait mettre sur place une agence de plongée, comme toutes les autres, comme TDI, comme PADI, mais qui enseignerait et qui ferait la promotion de notre façon de plonger, l'équipement qu'on utilise également. Puis c'est comme ça qu'est né GUE. Si on fouille un peu, puis on cherche, puis on Google DIR, pour Doing It Right, ben, on va retrouver l'historique
de cette façon de plonger-là et du développement des protocoles et du développement de l'équipement standardisé. On ne parle plus de DIR chez GUE, on parle de l'équipement standardisé GUE et des protocoles GUE et des SOP pour Standard Operating Procedure, les protocoles d'opération normalisés, en français, je pense, de GUE, auxquels on adhère tous, de telle sorte qu'on est capable de plonger ensemble de façon efficace et sécuritaire. Ah, fantastique. Fait que j'entends que, tu sais, en fait, on n'a pas besoin d'être un plongeur technique pour adopter une configuration standard. J'entends qu'on n'a pas besoin d'être un plongeur technique pour rentrer dans l'agence GUE. On peut juste Absolument avoir de l'intérêt pour une sécurité accrue, puis de la standardisation, puis des procédures peut-être un petit peu plus élaborées que ce qu'on retrouverait dans d'autres agences. En fait, quand on est un plongeur GUE, puis on en parlait un petit peu avant, on voit la plongée comme un sport. Ouais. Qui dit sport dit un certain élément de performance. On ne parle pas ici de compétition, mais on parle de performance. Donc, on va être un plongeur qui est habile dans l'eau, qui est stable dans l'eau, qui est capable d'être en maîtrise de lui-même, de sa position dans l'eau, d'être capable de faire face aux changements de courant, aux changements de visibilité et éventuellement être capable de faire face à des problèmes qui surviennent sous l'eau. Fait que c'est vraiment cette philosophie-là qui est derrière GUE. C'est accessible à tout le monde parce qu'on va plonger sur un récif qui est à 15 mètres. Il est superbe, le récif, il est à 15 mètres. On peut prendre plein de belles photos. On n'a pas besoin d'être un plongeur technique qui va aller à 50 mètres pour profiter de ces habiletés-là. Une des choses qui m'a frappé quand j'ai fait mes premiers cours chez GUE, le cours fondamental, au terme de mon cours, j'étais justement sur un récif, puis j'étais capable de rester immobile, simplement avec des petits mouvements de mes pannes, en face du corail et du poisson que je voulais filmer, avec l'usage de mes mains pour utiliser ma GoPro, puis je ne bougeais pas. Je restais complètement stable, je n'avais pas besoin de me tenir sur rien. J'étais en contrôle de ma position dans l'eau. Et juste ça, c'était fantastique par rapport à ce que j'étais capable de faire avant. Alors ça, c'est ce que les plongeurs qui ont un désir de faire de la plongée récréative vont aller chercher. C'est les mêmes habiletés de base pour tout le monde. Après ça, si un plongeur est intéressé à faire de la plongée technique, c'est-à-dire de la plongée avec décompression, ou de la plongée de cave, c'est-à-dire de la pénétration dans des grottes sous-marines, bien, on va utiliser ces habiletés fondamentales-là qu'on a bien acquises, puis on va développer là-dessus pour apprendre des nouvelles habiletés pour nous permettre de faire soit de la plongée technique, soit de la plongée de cave, de façon, encore une fois, sécuritaire et agréable. Mm-hmm. Puis là, tu parles, excuse-moi Steph, tu parles tu étais capable de rester stable devant un corail en train de regarder et de faire une vidéo, mais si on pense à n'importe quoi, n'importe quelle tâche qu'on doit faire sous l'eau, bien, c'est super important d'être capable de maîtriser ça. Puis il y a plein d'accidents ou d'incidents qui peuvent arriver de cette façon-là, où est-ce qu'on n'a aucun contrôle, qu'on va essayer de déployer un SMB, puis là, on pourrait partir. Tu sais. C'est un excellent exemple. Plein de monde va plonger à Cozumel. C'est fantastique, Cozumel. On est à 20 mètres, 25 mètres, 20 mètres, disons. Puis là, la plongée se termine. Il faut indiquer au bateau où on est rendu, parce que c'est de la plongée de dérive qu'il y a là-bas. Alors, on a une équipe de 2, 3 ou 4. Bien, il faut être capable de déployer un marqueur de surface, un SMB, en restant ensemble, puis ensuite de contrôler notre ascension en restant ensemble. Alors, c'est le genre de choses qu'on va apprendre aussi. Alors, de bien contrôler sa position dans l'eau, bien contrôler sa flottabilité, de rester ensemble. Le concept d'équipe est central dans la philosophie GUE, c'est-à-dire qu'on plonge en équipe. Le solo diving, c'est même pas envisageable. On plonge en équipe. De toute façon, la plongée, c'est le fun quand on fait ça avec des amis. C'est pas Ouais. on fait ça tout seul. Ça va avec. Ah, tout à fait. Et s'il survient ensuite un incident, un accident, disons l'incident le plus grave serait la panne d'air, bien, on va être capable de réagir à la panne d'air parce qu'on va avoir appris comment réagir à la panne d'air. Tout le monde chez GUE réagit à la panne d'air exactement de la même façon. On va être ensemble, on va garder notre flottabilité. Il n'y en a pas un qui va partir à 10 mètres pendant que l'autre reste à 20 mètres puis qu'on a une hausse de 2 mètres pour retenir les deux. Tout le monde va rester ensemble puis on va gérer l'incident
de façon simple, facile et efficace, puis ça va rester juste un incident qu'on va raconter, plutôt que devenir un accident qu'on va regretter. C'est ça. J'entends déjà des plongeurs dire, oui, mais moi, quand j'ai fait mon cours Open Water, j'ai appris la flottabilité via le pivot sur palme, le ludion. J'ai appris à dispenser du gaz à un copain qui manquait d'air. Mais je pense que c'est important que les gens comprennent que c'est comme l'autre niveau d'habileté pour faire ça. Parce que oui, on peut être bon en statique, concentré sur notre flottabilité, à faire un pivot sur palme ou un ludion. Oui, on peut être bon à faire de la flottabilité d'un point A à un point B, mais il faut bien comprendre que dans le fondamental, là, on amène ça complètement ailleurs, par les techniques de palmage, par l'équipement, par la position de l'équipe, par le task loading, ajouter des tâches qui vont faire qu'à un moment donné, on a comme envie là, de la perdre, notre flottabilité, mais il faut la maintenir malgré le fait qu'on ajoute des exercices sur le top de tout ça. Là. Fait que c'est comme le next level. En fait, on peut commencer à faire du ski alpin puis à être à l'aise dans la pente-école. Ouais. Mais après ça, on va aller dans les noirs, dans les doubles noirs. Fait que nos habiletés de skieur, il va falloir les solidifier pour pouvoir aller profiter des noirs puis des doubles noirs. C'est un peu la même chose. On peut apprendre à faire de la plongée puis être à l'aise dans un bassin protégé. Mais si on va aller un peu plus loin qu'un bassin protégé, puis on n'a pas besoin d'aller bien loin, à Cozumel, où tout le monde rêve d'aller, c'est plus un bassin protégé, c'est l'océan. Là. Alors, ça nous prend probablement sûrement des habiletés plus solides pour en profiter, l'apprécier, avoir du fun et être en sécurité en tout temps. On parle beaucoup de l'équipement. Quand on parle de GE, ouais, mais eux autres, ils ont un équipement, ils sont rigides, ils veulent avoir juste ça, il faut acheter ou racheter d'autres équipements. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Okay? Hey, on salue nos haters! C'est vrai. Pourquoi on a un équipement standard? C'est parce que puis là, ça m'exclut les gens qui ont mis en place l'agence, considéraient que c'était le meilleur équipement. C'était le meilleur équipement pour faire des pénétrations de caves de la Floride de plusieurs kilomètres. Bien, c'est le meilleur équipement pour tout le monde. Alors, c'est le concept de la wing, la wing et la backplate. C'est avec ça qu'on travaille, c'est avec ça qu'on plonge. Ensuite, on a une configuration de hausse qui est différente un peu de la configuration avec l'Octopus récréatif. On a la configuration longue hausse. Si on a son équipement, déjà son set de détendeur avec son Octopus, bien, ça veut dire changer 2 hausses. Tout le reste est déjà là. On fait juste modifier la configuration. Mais on a une configuration standardisée. On a une configuration standardisée parce que cette configuration d'équipement-là est celle qu'on pense qui est la plus efficace et la plus agréable avec laquelle plonger. Puis ensuite, le fait de la standardiser, c'est que Michael et moi, on plonge ensemble. Si on plonge avec le même équipement, la même configuration d'équipement, c'est très facile de plonger ensemble. S'il arrive un problème qui a besoin d'aide, c'est facile pour moi de l'aider. Il est configuré exactement comme moi et l'inverse. Ce qui range dans ses poches à gauche et à droite, c'est la même chose que ce que j'ai rangé dans mes poches à gauche et à droite. Alors, s'il y a une difficulté et qu'il n'est pas capable d'atteindre son marqueur de surface, son SMB, bien, je sais où aller le chercher, son marqueur de surface. Donc, c'est ça l'avantage de la standardisation de l'équipement. C'est pas, et on se fait souvent accuser qu'il y a juste une marque qui est acceptée chez GE. Ça, il n'y a rien de plus faux que ça. La dite marque qui est acceptée chez GUE, là, Alcyon, bien, moi, quand j'ai fait mon cours fondamental, je pense que j'avais rien d'Alcyon avec moi. J'avais d'autres marques qui étaient tout aussi bonnes qu'Alcyon puis qui m'ont permis de faire mon cours fondamental. Alors, des fois, on a du matériel Alcyon, des fois, on a d'autres matériels. On choisit celui qu'on préfère, parce qu'il y en a souvent des petites préférences, celui qui fonctionne le mieux pour nous, puis on va de l'avant avec ça. Alors, il y a un équipement standardisé. C'est vrai, mais il n'y a pas de rigidité extrême non plus là-dedans. J'ai encore ma backplate, qui est une backplate qui n'est pas une backplate Alcyon. Et je suis encore avec ça. Oui, je suis désolé, je suis instructeur GUE, mais ma backplate n'est pas une backplate Alcyon. Ouais. Mais elle fait le travail. Ouais. J'ai fait mon cours fondamental en dry suit Aqualung Fusion avec des lobster mitts, 3 doigts. J'avais pas non plus, là, je pense que j'étais en apex au niveau de la wing, de la backplate. Et puis, ça a très bien été. Ça a très, très bien été. Ce qu'on veut, c'est pas le nom, c'est le type de configuration. C'est la ça reste une wing pareille. Puis après ça, on parle beaucoup de l'équipement, mais ce qui est beaucoup plus important que l'équipement, oui, un équipement standardisé, c'est la standardisation de la façon de l'utiliser. Donc, de comment on va plonger avec.
On a parlé, les habiletés fondamentales, c'est-à-dire la position dans l'eau, la trim, le contrôle de la flottabilité, comment on va partager l'air en situation de panne de gaz, comment on va déployer un SMB. On va tous faire les choses de la même façon. Encore une fois, parce que c'est bien plus facile, puis c'est bien plus le fun. Si Michael doit déployer un SMB en plongée, puis on est à 20 mètres, c'est lui qui le déploie. Moi, je l'observe pendant qu'il déploie le SMB. Bien, je sais exactement ce qu'il va faire. Et s'il ne le fait pas, je vais le corriger en cours de route pour pas qu'il arrive de problème. Et s'il arrive un problème, malgré tout, bien, ça va être facile pour moi d'aller l'aider à résoudre le problème parce que je sais c'est quoi les étapes qu'il doit faire, où est-ce qu'il est rendu, puis qu'est-ce qu'on doit faire par la suite. Donc ça va juste rendre des tâches comme déployer un SMB, puis il n'y a rien de le fun à déployer un SMB. Ce n'est pas des poissons, ce n'est pas du récif. Mais ça va rendre une tâche comme ça très facile à faire. On va rester ensemble, ça va se régler en 2 minutes, puis on va continuer à profiter de la plongée. Alors, c'est de la façon de l'utiliser beaucoup aussi. Puis la planification de la plongée. Puis au niveau de l'équipement, je pense qu'on est très fort dans la configuration de ce type-là aussi pour engager la mémoire musculaire dans ce type de configuration-là parce que ultimement, si on allait au bout du cursus GUE, qu'on se rendait au cours le plus élevé de tous les cours qu'on peut retrouver ou presque, on aurait encore cette configuration-là. On a la même configuration de base puis on fait la même chose de la même façon. Alors, si on est un plongeur Tech 3, c'est-à-dire qui fait de l'exploration en recycleur, quand il va déployer son SMB, il va le faire exactement de la même façon. Puis quand il va aller le chercher, il va être encore dans sa poche de gauche. Ça va être la même chose. Puis l'équipement qui va être sur son dos, il va être encore avec sa backplate. Probablement la même backplate. J'utilise la même backplate pour faire de la plongée récréative, faire de la plongée technique, puis faire de la plongée de cave. C'est le même équipement de base. Si on a besoin de plus d'équipement, bien, on ajoute l'équipement dont on a besoin, mais on ne recommence pas à zéro. Voilà. Comme justement, souvent on dit on veut commencer de la façon qu'on va finir, avec, je me souviens plus. Beginning with the end in mind. C'est ça, merci. C'est le titre d'un livre. Ouais. Ça dérange beaucoup de personnes, ça. Je repense à la lampe, disons. Il y a des gens qui veulent utiliser la lampe d'un côté, le compas d'un côté, puis nous, ben, on essaie de le faire toujours du même côté pour justement, quand je vais devoir utiliser, exemple, si je pense au DPV, au scooter sous-marin, ben, je vais travailler de la même façon, avec l'ordi du même côté, avec le compas du même côté. Puis ça dérange les gens. Qu'est-ce que tu leur réponds à ces gens-là? Ben, en fait, ce que je réponds aux gens que ça dérange, c'est venez me voir puis demandez-moi pourquoi tu mets ton ordinateur à droite puis ta boussole à gauche. Puis je vais vous expliquer pourquoi on met l'ordinateur à droite. Puis après ça, ben, vous allez être obligé de dire ben oui. Ça fait du sens. C'est pour ça. Ouais. OK. J'aimerais ça le mettre à gauche, mais c'est vrai que ça va beaucoup mieux travailler, c'est à droite. Il y a une raison pour tout en arrière de tout ça. Donc, oui, il y a un peu il y a de la rigidité, admettons-le, mais il y a une raison pour ça, en arrière de tout ça. Puis c'est pas pour faire différent, c'est pas pour écœurer personne, c'est pas pour être frondeur, c'est parce qu'il y a une raison d'efficacité par la suite. Puis quand tu vas conduire ton DPV, ton scooter, ben, tu vas le conduire avec ta main droite, ça se conduit avec la main droite. Tu vas avoir ton ordinateur sur ton poignet droit, comme ça, tu vas pouvoir voir les paramètres de ta plongée. Tu vas avoir la lampe de ta main gauche parce que c'est comme ça que tu vas t'éclairer pour pouvoir t'avancer. Alors, si tu avais appris à avoir la lampe dans ta main droite, bien là, comment tu vas faire pour conduire ton scooter avec la lampe de la main droite? Il va falloir réapprendre autre chose. Donc, on enseigne dès le début comment travailler, puis on ne va jamais changer la façon de faire, d'où le beginning with the end in mind. C'est drôle parce que des fois, on s'offusque un peu de ça, puis c'est comme si demain matin, tu avais un concepteur de voiture qui disait, ben moi, la pédale de gaz, là, je la mets à gauche, puis le break, je le mets à droite. Puis c'est comme ça dans ma voiture. Ben tu défais la mémoire musculaire de tout le monde, hein, premièrement. Puis, tu sais, c'est pas vrai que tu améliores la sécurité, tu sais. Je trouve que des fois, on s'outre, hein? On est un peu outré, mais il y a comme pas de raison, là, parce que, comme tu le dis, il y a une raison d'être. Puis, de surcroît, je trouve que lorsqu'on connaît la raison qui est derrière l'ordinateur, à droite, la boussole, à gauche, bien, je trouve que ça nous aide même à nous en rappeler. Ça va venir, là, comme vraiment établir une base, puis des fois, je vais pas penser où était mon ordinateur la dernière fois. Je vais me poser la question, pourquoi il est à droite déjà? Ah, c'est pour telle raison, donc c'est vrai, il est à droite. Ça va venir vraiment renforcer ce que j'ai en tête.
Ben, c'est Tout à la même fait. chose avec les trucs que tu mets dans tes poches, tu sais. C'est tout le temps à la même place. Tu dis pas, hey, aujourd'hui, je l'ai-tu mis là? Tu n'es pas en train de tâter. OK, mon SMB, es-tu là? Mon masque de spare, es-tu là? Tu en as besoin de ton masque là, là. Tu sais tout de suite qui est du bon côté. Oui, et en même temps, on insiste beaucoup, puis c'est quelque chose pour moi qui est très important, sur les vérifications pré-plongées. Hmm. Alors, on a une drill, ça s'appelle le GUI Edge, qui est la vérification pré-plongée. Ça vérifie toute la plongée, depuis le début de qu'est-ce qu'on va faire comme plongée, qui est-ce qui va être le leader, etc., jusqu'à une vérification de l'équipement complète. Puis, j'ai fait énormément de bêtises avec mon équipement en faisant des vérifications incomplètes qui m'ont amené dans énormément de situations d'incidents, heureusement jamais d'accidents. Alors, toutes les bêtises que les gens font, je les ai toutes déjà faites. Fait que je suis très à l'aise avec ça. Parce que j'avais mal fait ma vérification d'équipement. Donc, on s'astreint à faire ça au début de chaque plongée, de telle sorte que oui, tu t'attends à avoir le SMB dans la poche de gauche puis ton masque de secours dans ta poche de droite, bien, il faut que tu t'assures qu'il est là. Tu t'attends à avoir tes palmes dans les pieds, il faut que tu t'assures qu'elles soient là. Parce qu'on peut partir en plongée sans palmes. Ben ça oui. arrive. Ça arrive. Curieusement, mais ça arrive. On a dit que le premier cours, c'était le cours fondamental. On apprend les fondements. Donc, on parle bien sûr d'équipement, de techniques de palmage, de flottabilité, de gestion du gaz. Parle-moi de gestion du gaz chez GUE, parce que tu faisais référence tantôt au fait que tu as fait un cours de plongée profonde, puis que ça t'a allumé des petites lumières. Puis je pense que c'est un côté qui est super puissant chez GUE, dont on ne parle pas assez des fois. Oui. Je dois toujours avoir dans mes cylindres suffisamment de gaz pour me ramener moi et mon binôme à la surface, en toute situation. Si on résume, c'est ça. Puis là, ben ça dépend où on va en plongée. Ça dépend si on va à quelle profondeur, parce qu'il y a un temps pour remonter à la surface. Ça dépend si on rentre dans une cave, parce qu'il va y avoir un temps pour sortir de la cave aussi. Alors, dépendant de la plongée qu'on fait, mais restons dans le récréatif. Si je descends sur le Daria en Ontario, qui est une épave qui est entre 90 et 95 pieds de profond, ben, il faut que j'ai suffisamment de gaz pour être capable de retourner à la surface avec une ascension sécuritaire avec Stéphanie, qui, elle, est en panne de gaz, en partageant mon gaz, et que ça se fasse de façon coordonnée et sécuritaire jusqu'à la surface, incluant l'arrêt de décompression que j'aurai à faire le cas échéant. Alors, ça se calcule. Au début, c'est bien compliqué à calculer, puis on avance, quand on fait les calculs bien compliqués, après ça, on se rend compte que c'est extrêmement facile à calculer. On se met quelques notes dans notre carnet, dans notre wet note, puis ensuite de ça, on est capable de déterminer c'est quoi le gaz dont j'ai absolument besoin. Alors, quand je vais être en cours de plongée, je pars à 200 bars, 3000 PSI. C'est ce que j'ai dans mes cylindres qui sont pleins. Bien, je sais que le gaz dont j'ai absolument besoin, c'est 1200 PSI pour être capable de nous ramener tous les deux à la surface. Bien, le moment où mon aiguille atteint 1200 PSI, c'est le moment le plus tard où on va commencer notre ascension. Après ça, je suis en train d'amputer sur la survie d'un des deux, s'il advenait un accident. Alors, c'est vraiment ça qui est central. C'est faible, de façon générale, dans l'apprentissage que les gens vont faire dans un parcours de plongeur normal. T'sais, on fait référence à la FQAS, à la règle des tiers. Dans d'autres agences, on va faire référence à 1000 livres. On entame la remontée, mais 1000 livres, on entame la remontée. Là. On est à quelle profondeur quand on a 1000 livres puis qu'on entame la remontée? Dans un cylindre d'aluminium, sur le Daria, on n'a pas assez pour toi puis moi. Exact. Mais c'est fou quand même. C'est fou. Ouais. C'est fou. Puis on n'enseigne pas suffisamment ça pour se rendre à ce niveau de plongée-là, qui est encore dans le récréatif. Puis ensuite, ben, les plongeurs, malheureusement, vont souvent se fier au Dive Master. Ouais. Oui. Hein, on suit le Dive Master. Puis quand le Dive Master va caler la plongée, on va remonter. Donc, je remets ma vie entre les mains du Dive Master. Oui, on présume que c'est quelqu'un de professionnel. Mais moi, quand je plonge, je suis dans un milieu où il n'y a rien à respirer. Hein, c'est pour les poissons, c'est pas pour les humains. Alors, j'aime beaucoup mieux être en contrôle de mes paramètres de plongée. Ouais. Donc, on va faire notre plan de plongée à 3. On va plonger avec un Dive Master qui va nous amener voir les belles choses à voir, mais on va faire notre plan de plongée. On va respecter notre plan de plongée. Puis c'est peut-être pas nécessairement super bien compris aussi par les gens
à quel point c'est important de respecter cette ère-là. Tu sais, on Mm. dirait que les gens vont se dire, ben il me reste 1000 livres, ben tu sais, c'est de l'argent que j'ai investi pour voir des trucs, fait que je vais utiliser chaque dollar bien investi, mais pourtant, C'est il y a tellement ta vie fréquent. au bout de ça, là. C'est tellement fréquent. De ne pas être content parce que tu es remonté sur le bateau puis il te restait 1000 PSI dans Ouais. tes cylindres. Il m'en restait, j'aurais pu plonger encore. On y retournera. Ouais, c'est ça. Ce qui restait assurait notre sécurité. C'est comme ça qu'il faut le voir. Puis c'est vrai, c'est pas cher. Non. Tu as tout à fait raison. Puis on fait référence aux 1000 PSI, hein, mais puis c'est souvent ce qu'on entend, là. Ah, ben moi, je veux pas remonter avant 1000. Oui, mais 1000 dans quoi? Tu sais, dans quel contenant il est Dans ton quel 1000? contenant? Tu sais, 80, c'est un 100. exact, tu sais, parce que 1000, peut-être que c'est correct si Mhm. tu as un 190 pieds cubes, mais peut-être que ça ne l'est pas aussi, tu sais. Fait que c'est fou comment il y a vraiment une lacune au niveau du gas management, je trouve, de façon générale, dans la communauté. Mm. Puis après ça, ben c'est sûr que on peut avoir on peut croiser sur notre chemin des instructeurs qui vont nous l'expliquer mieux, mais de façon générale, c'est faible. Oui, puis il faut aller plus loin que ça. Il ne faut pas juste croiser quelqu'un qui va nous l'expliquer mieux. Il faut croiser quelqu'un qui va nous apprendre à nous-mêmes le planifier. Absolument. Lorsqu'on va l'avoir planifié nous-mêmes, là, on va avoir compris. Ouais, Tant qu'on va écouter quelqu'un qui nous explique comment ça marche, on va l'oublier. ouais. Mhm. Il faut Ouais. faire l'exercice de le planifier. Tu parlais tantôt du teamwork qu'on retrouve chez GUE, puis je me souviens d'une certaine époque, là, on remonte à 15 ans, voire 20 ans, on disait souvent que, en plongée technique particulièrement, que lorsqu'on était avec quelqu'un d'autre, hein, on augmentait nos chances Ouais. d'avoir un incident, un accident, compte tenu que c'est souvent en portant assistance à l'autre qu'on se met dans le pétrin. GUE a pris une avenue complètement différente en mettant là, de l'avant vraiment le team. Pourquoi? Est-ce qu'il y a une raison derrière ça? Il y a pas mal plus de ressources dans 2 cerveaux ou 3 que dans un. Particulièrement dans un moment stressant ou difficile. D'abord et avant tout ça. C'est vrai. Il y a plus de redondance d'équipement. On est ensemble. Ouais. J'ai pas besoin de m'apporter un ordinateur de secours. J'en ai 2 autres avec moi ici. Ouais. OK? Pour tout ça, c'est plus performant, plus efficace. Ouais. Mais particulièrement, les 3 cerveaux ici, Ça, puis les ils yeux vont aussi. agir ensemble. Ouais. Donc, on va rester ensemble. Il y a eu un moment donné, on disait que quand on s'engageait dans la plongée technique, on s'engageait, si on veut. Là, quand on allait dans la plongée technique, on s'engageait à laisser notre binôme au fond. OK? Ouais. S'il y avait un accident, ben c'est plate, mais il y aurait une séparation. Hmm. Moi, je vais retourner à la surface, laisser mon binôme. C'est pas comme ça qu'on voit ça. On part une équipe, on va revenir en équipe. Si on n'est pas capable de planifier une plongée où on va revenir en équipe, on n'y va pas, tout simplement. Ou on la planifie autrement. Puis c'est d'autant plus réenchéri quand tu fais de la plongée de grotte. Quand j'ai fait mon cours avec Benoît et Pierre, hein, à un moment donné, quand tu es sur le retour en situation d'urgence, évidemment, là, on est en simulation. Tu as un copain qui a manqué de gaz, fait que tu as quelqu'un qui a perdu sa lampe principale. Ben là, la navigation là, au devant là, va se faire par la personne qui a encore du gaz puis qui a toute sa tête, là, qui n'est pas absorbée par son problème. Puis la personne qui a le plus de lumière va être derrière. Puis tu vas vraiment positionner l'équipe de façon à optimiser la sortie de ce lieu-là qui est quand même pas nécessairement là, la place idéale pour être en panne de gaz puis en panne de lampe. Là. Fait que, moi, je trouvais ça puissant, là, Ouais, on tout va ce qu'on faisait partager avec les l'équipe. tâches de Ouais. telle sorte qu'il n'y a personne qui est surchargé puis qui est plus performant. Tout le monde doit réussir à demeurer performant dans le contexte. C'est ce Exact. qui revient beaucoup aussi des gens, les étudiants, quand ils parlent du cours en soi. Tu sais, moi, je suis inscrit là, pour le faire cet été, fait que je ne sais pas encore, mais c'est ce qui revient beaucoup, le teamwork, tu sais, c'est tout le monde ensemble. Puis si toi, ça va pas bien, ben moi, il faut que je m'assure que toi, tu es bien pour que tout le monde est bien. Tu sais, c'est pas juste, ben organise-toi avec tes shit, puis après ça, ben toi, ça va peut-être pas passer ton cours, tu sais. Ça semble être énormément mis de l'avant, puis je pense que ça devrait être toujours comme ça dans la plongée de base, fait que... Ça s'apprend. Tranquillement, pas vite, ça s'apprend. Mais au niveau du cours fondamental, on apprend justement à surveiller que nos partenaires, nos bodies, ils vont bien, que leur équipement est correct, que tout est bien rangé. Si tu as quelque chose qui dépasse de ta poche, ben je m'attends à ce que vous le voyez. Puis on finit par apprendre à voir toutes ces petites choses-là. Parce que quelque chose qui dépasse de ta poche, c'est quelque chose qui, à un moment donné, risque de s'accrocher dans une épave.
Puis là, si tu es le dernier dans une file de 3, ben, tu vas avoir une séparation avec les 2 premiers. Là, une situation qui était va devenir un peu plus stressante ou même très, très, très stressante à un moment donné. Donc, on essaie de prévenir tous les problèmes et ensuite, on enseigne une façon standardisée de répondre aux problèmes qui surviennent. Comment ça se passe, un cours fondamental? Je subscribe là, demain matin. Là. C'est quoi les étapes? Il faut vouloir le faire. D'abord, il ne faut pas le faire parce que quelqu'un nous dit de le faire ou nous dit qu'on est prêt à faire ça. Il faut vouloir s'engager. Ça va demander un engagement complet. Ça dure 4 jours. Ça dure 4 jours complets que des fois, on répartit sur 5 jours. Donc, 2 demi-journées pour passer une grosse partie de la théorie. Puis après ça, 3 jours où on fait le reste de la théorie, les exercices, la plongée. C'est 4 jours de 7 heures le matin à 5 heures le soir, donc des journées de 10 heures. C'est fatigant, c'est exigeant. On passe beaucoup de temps dans l'eau. Je suis réputé pour passer énormément de temps dans l'eau, puis quand on me le dit que ça n'a pas de bon sens, ça me fait plaisir, mais bon, c'est comme ça qu'on apprend. Je prends des notes, il ne faut pas que je dise ça. C'est ça. C'est par petits groupes. Le ratio par instructeur, c'est d'un maximum de 4 élèves par instructeur. On essaie de se tenir à 3 ou à 4, mais on n'a pas le droit d'avoir plus que 4 élèves par instructeur. Donc, on n'a pas de ratio de 8-10 par instructeur. Ça se fait en configuration simple ou en configuration double. C'est exactement le même cours. Il y a une bonne partie de théorie où on va parler de la planification de la plongée. On va parler aussi de l'effet de respirer les gaz qui sont dans nos cylindres en plongée. Qu'est-ce que ça fait? Parce qu'on peut facilement s'essouffler en plongée à cause de l'effet de la densité des gaz dans nos cylindres. Donc, on va parler de ces considérations-là, de ces problèmes potentiels-là, des problèmes reliés à la quantité d'oxygène qu'on respire ou on ne respire pas, parce qu'on sait, nous autres, qu'en plongée, on ne respire pas d'oxygène, malgré ce qui est dans tous les films d'Hollywood. Tous nos amis qui plongent pas. On respire de l'air ou un mélange d'air, mais pas d'oxygène. Et ensuite, on va plonger, on va faire beaucoup de temps dans l'eau et chacune de nos plongées va être précédée d'exercices au bord de l'eau. Alors, tout ce qu'on va faire dans l'eau, on va le pratiquer au bord de l'eau avant, s'assurer qu'on le maîtrise avant d'aller dans l'eau. Il y a 6 plongées, ça varie, là, mais c'est 6 plongées sur papier dans lesquelles on va progressivement augmenter le niveau de difficulté. Ça fait qu'on commence par le contrôle de la position dans l'eau, le contrôle de la flottabilité, c'est-à-dire de maintenir sa profondeur, d'être à l'horizontale. Hein? Un poisson, c'est comme ça dans l'eau. Ça, c'est une hippocampe. On essaie de plonger comme des requins dans l'eau. On va apprendre les techniques de propulsion pour avancer, différentes techniques de propulsion qui vont être efficaces puis qui vont aussi protéger l'environnement. Puis on va apprendre quelque chose de bien particulier, c'est de reculer en plongée. Hein, il y a beaucoup de mystères autour de ça. Le back kick, là, on va apprendre à reculer en plongée. On est tous capables d'apprendre à reculer en plongée. Ça, c'est assez fantastique aussi. Puis c'est ça qui nous permet de rester en position là, devant le récif ou le poisson, là, puis de le photographier. On va pratiquer nos ascensions, donc faire des ascensions progressives dans l'eau. Et ensuite, on va pratiquer d'autres choses. On va pratiquer comment les protocoles pour réagir à certaines situations. Fait comment on réagit à la panne de gaz, comment on donne le gaz à notre binôme, comment on fait tout le protocole pour ça, pour terminer la plongée, pour éventuellement peut-être avoir à sortir d'une cave. Donc, on va dès au niveau fondamental enseigner comment on va le faire de telle sorte qu'on ne va pas l'enseigner autrement quand on va arriver à notre cours de cave, si on va à notre cours de cave. On va apprendre à déployer un SMB, comment on le fait. Tout ça, c'est la procédure pour le faire est toute écrite dans les SOP, les procédures normalisées, qui sont disponibles sur le site web de GUE d'ailleurs. Donc, on va tous apprendre à le faire de la même façon, puis le faire efficacement, tout en maintenant notre position dans l'eau. On va faire le fameux valve drill, qui est la manipulation des valves de nos ou de notre cylindre, qu'on va apprendre aussi. Au niveau récréatif, ça n'a pas tant d'utilité, mais ça nous permet de nous challenger un peu dans l'eau, puis de challenger notre contrôle de position, puis de flottabilité et de cohésion de l'équipe, tout en faisant quelque chose qui est un peu plus complexe au niveau procédural. Puis ça nous prépare encore à être capable de gérer un problème de valve quand on va être à 2000 pieds dans une cave, puis qu'on est quand même à 2000 pieds dans une cave, on est grosso modo à 40 minutes de la sortie, là. Ça fait qu'on est quand même assez loin de la surface. Donc, on va faire ça. On va être fatigué à la fin des journées. On va probablement être brûlé. On va être heureux et on va réaliser
soi-même le progrès énorme qu'on fait pendant ce cours. C'est vrai. Au terme du cours, on peut l'échouer, mais c'est très rare. On va le réussir. On va le réussir soit en rencontrant les standards de base, on va avoir ce qu'on appelle une passe récréationnelle, ou on va avoir ce qu'on appelle une passe technique. C'est le même cours pour tout le monde, c'est le même... On enseigne exactement la même chose, tout le monde apprend exactement la même chose. C'est juste que le niveau de raffinement pour la passe tech est un petit peu plus élevé que la passe rec. C'est pas un meilleur plongeur, c'est quelqu'un qui est un peu plus raffiné. C'est ce qu'on exige, plus de raffinement avant de se lancer dans d'autres plongées plus risquées, comme la plongée avec des compressions obligatoires ou la plongée de cave. Fait que ça va être ça. J'ai fait mon cours fondamental. À l'époque, j'étais rescue. J'ai fait mon cours fondamental. J'ai eu ma passe rec. C'est ce que je méritais. Clairement, je ne méritais pas plus que ça. Je me suis entraîné pendant 4 mois. Entraîné, pratiqué. Je suis allé à Fling Coach, j'ai pratiqué des drills, j'ai pratiqué ma flottabilité. Au bout de 4 mois, je me suis fait réévaluer par un instructeur, j'ai eu ma passe tech. L'année d'ensuite, j'ai fait mon cours de Tech 1, c'est-à-dire plonger avec des compressions jusqu'à 51 mètres. Et ainsi de suite comme ça, on y va par étapes. J'ai décidé de faire mon cours de recycleur. J'ai fait mon cours de recycleur. Au terme de mon cours de recycleur, j'ai eu ce qu'on appelle une passe provisionnelle. C'était quelque part entre un échec et un succès. Je n'étais pas rendu là, clairement. C'était honnête. L'évaluation était extrêmement honnête. Je n'étais pas du tout amer. C'est ce que je méritais et ce que je devais avoir. J'ai continué à m'entraîner, à me pratiquer avec mon recycleur. Puis quelques mois plus tard, j'ai été réévalué par l'instructeur qui m'a donné ma certification complète. Alors, c'est comme ça que j'ai progressé. L'idée, c'est qu'il faut vouloir progresser, il faut vouloir pratiquer, il faut vouloir s'entraîner, il ne faut pas lâcher, puis on va l'atteindre. On va commencer à jouer au golf, puis on va peut-être jouer 120, on va être très, 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 très mauvais, puis à un moment donné, on va progresser, puis si on joue assez, on pratique assez, puis on joue assez, un jour, on va jouer le par. Ben, c'est un peu la même chose, c'est comme ça qu'on va s'améliorer. C'est pour ça que c'est un sport à ce niveau-là. Fait que tant qu'on est engagé puis qu'on veut le faire, peu importe notre niveau réellement, ben on a notre place quand même. On va juste partir de plus loin puis augmenter tranquillement. N'importe quel plongeur qui est certifié de quelque agence de plongée que ce soit peut s'inscrire au cours fondamental. Bon, c'est sûr que si j'ai fait mon cours Open Water, puis je n'ai pas plongé après mes 4 plongées de certification, c'est un peu ambitieux. OK? Honnêtement, c'est un peu ambitieux. On peut le faire, mais c'est un peu ambitieux. Mais j'ai fait mon cours Open Water, puis j'ai 60-80 de plongée. Je suis à l'aise avec ma configuration. Je veux m'engager dans ce cours-là, tout à fait. Parle-moi des tests physiques, excuse-moi. Je voulais juste, parce que je parlais de la configuration, faut faire attention d'entrer dans le cours fondamental en étant à l'aise avec son matériel puis sa configuration. Alors, si on a toujours plongé en simple, s'acheter un double puis s'inscrire au fondamental, c'est pas une bonne idée. Si on a toujours plongé en wet, s'acheter un drive puis s'inscrire pour s'inscrire au cours fondamental, c'est pas une bonne idée. Okay? On le fait en simple, puis on le fait en wet. Ou si on veut le faire en drive puis en double, ben on s'achète un double, on s'achète un drive, on s'assure d'être à l'aise avec notre matériel, puis après ça, on s'engage dans le cours. Comme ça, on va vraiment en profiter. Absolument. Les tests physiques. Oui. Est-ce que toutes les agences ont des tests physiques? Oui. Toutes les agences ont des tests physiques? Les nôtres sont parmi les plus faciles. OK. On en parle beaucoup, mais sont parmi les plus faciles. Pourquoi des tests physiques avant la plongée fondamentale, technique, GUE ou autre? D'ailleurs, le niveau des tests physiques est différent entre fondamental, Tech 1, Cave 1, Cave 2. Tout ça sont de plus en plus exigeants. Pourquoi? Parce que c'est un sport, puis parce qu'il faut être en forme pour faire de la plongée. Puis on ne se met pas en forme en faisant de la plongée. Ouais. Mais c'est très exigeant au niveau cardiaque, au niveau cardio-respiratoire. Donc, il y a un minimum de conditions physiques à avoir pour être capable d'avoir du fun, être capable de transporter notre équipement, avoir du fun dans l'eau, être capable de gérer des imprévus comme un courant plus fort qu'on s'y attendait, être capable de gérer le fait qu'on a un problème ou notre binôme a un problème, ça rajoute du stress. Bien, si on est en bonne condition physique, ça va être beaucoup plus facile de faire tout ça. Les tests physiques, c'est d'être capable de nager 275 mètres en moins de 14 minutes. Ça se fait sur le dos à la marinière, si on veut, là. C'est vraiment pas difficile. Puis de faire 15 mètres d'apnée, c'est-à-dire en retenant son souffle sous l'eau. Okay. Alors, c'est un minimum. On est anti-tabac également. Ouh! Alors ça, oui, on n'accepte pas de fumeurs chez GUE.
parce que c'est très mauvais pour la santé. Puis en plongée, si c'est le minimum en plongée, on sait que les poumons sont très sollicités en plongée, alors on ne veut pas endommager nos poumons avec la cigarette. Donc on est anti-tabac. Est-ce que ça prend 18 ans? Ça prend 16 ans pour faire le cours fondamental. Ça prend 14 ans pour faire le cours récréationnel qu'on donne beaucoup moins souvent. Pour faire fondamental, ça prend 16 ans. Pour faire les cours de plongée technique, c'est 18 ans. Ou cave, c'est 18 ans. Tu dis qu'on les fait beaucoup moins souvent. Est-ce que c'est du fait qu'on doit acheter l'équipement au complet, Ouais, qu'on doit être équipé? Quand tu n'as jamais goûté à la plongée sous-marine, on peut faire un cours GUE. C'est un cours d'une semaine, 6 jours. Là, il faut soit louer, soit acheter l'équipement standard. Puis il faut s'embarquer là-dedans. On est sûr qu'on va aimer ça. Mm-hmm. Alors qu'il y a d'autres façons de goûter à la plongée sous-marine où on n'est pas sûr qu'on va aimer ça, on veut juste l'essayer, on va l'essayer. Puis si on aime ça, là, oui, on frappe à la porte de GUE et on dit, j'aime ça, je veux être formé. C'est ça. GUE, c'est une agence à but non lucratif qui a 3 mottos importants, l'éducation, la conservation, l'exploration. Pourquoi à but non lucratif? Je veux dire, qu'est-ce qui est derrière ça, outre l'agence de formation? Ils financent des explorations. Vit des cotisations de ses membres et n'importe qui peut être membre de GUE. Il y a différents niveaux de membership. N'importe qui peut être membre de GUE, même sans être un plongeur. GUE offre des formations. On n'est même pas obligé d'être membre de GUE pour s'inscrire aux formations GUE. On le recommande, mais c'est Et GUE vit des cotisations des membres et des coûts d'inscription à chacun de ses cours, comme ça. Puis, voilà, c'est tout. Il y a pas c'est vraiment une organisation à but non lucratif qui n'a aucun profit au terme de tout ça. Tout est réinvesti soit dans les programmes de formation, soit dans les activités de conservation ou d'exploration. Fantastique. Il y a GUE TV aussi qui offre comme service. C'est quand même assez intéressant. TV, il y a maintenant énormément de matériel là-dessus. C'est bien sûr ça vient avec un coût, il faut s'inscrire. Ouais. Mais il y a énormément de matériel. Il y a une partie du matériel qui est gratuit, qui est accessible à tout le monde. Il y a une partie pour laquelle il faut être inscrit. Matériel de formation, matériel qui décrit comment faire l'entretien de son équipement. Il y a aussi des vidéos d'exploration qui ont été faites par des plongeurs GUE, qui est très intéressant aussi. Il y a un blog qui est In-Depth, qui est publié à chaque mois, qui traite de toutes sortes de choses sur la plongée. Ça ne traite pas beaucoup de choses GUE, ça traite de la plongée en général. Mm-hmm. Quand on est membre, il y a une revue virtuelle, PDF, Quest, qui est publiée 4 fois par année, où il y a des articles intéressants dedans aussi. C'est les choses qui sont faites chez GUE. Qu'est-ce qu'on répond aux gens qui viennent nous voir et qui disent « Ah, moi, j'ai entendu beaucoup de mal de GUE. » Pourquoi on parle en mal de GUE? Qu'est-ce qu'on dit en mal de GUE? À part qu'ils sont rigides, que ça prend absolument l'équipement, que ça prend absolument du halcyon. C'est pas vrai que ça prend absolument du halcyon, on a réglé ça. Qu'on a un équipement standardisé, oui, c'est vrai, mais il faut demander pourquoi on veut cet équipement-là. On va répondre au pourquoi, puis après ça, on va être convaincu. Quand on parle des gaz standards? Les gaz standards, c'est pour simplifier et optimiser la plongée. Notre gaz standard en plongée récréative, c'est le Nitrox 32, parce que c'est le meilleur compromis dans tous les aspects des gaz qu'on respire pour optimiser notre temps de plongée. Pour tout le monde qui a fait le cours de spécialité Nitrox, on le sait, on allonge nos temps de plongée quand on utilise le Nitrox. Et en même temps, si on l'utilise de façon intelligente, on s'éloigne un petit peu des risques d'accident de décompression. Donc, c'est le meilleur gaz de compromis quand on tient compte de tout ça. On peut plonger à l'air. Si le Nitrox n'est pas disponible, il n'y a rien qui empêche de plonger à l'air, mais on préfère, lorsque c'est disponible, utiliser le Nitrox 32. Quand on va être rendu à des mélanges plus complexes pour la plongée profonde, l'utilisation du Nitrox 32 pour préparer les gaz standardisés, parce que quand on passe du Nitrox 32, après ça, c'est au 21-35, 21 d'oxygène, 35 d'hélium, 18 d'oxygène, 45 d'hélium, 15 d'oxygène, 55 d'hélium. Ces gaz-là sont standardisés parce que c'est facile de ne pas se mêler. Ou c'est difficile de se mêler. Ouais. On utilise toujours les mêmes gaz. Okay? C'est facile de ne pas se mêler. C'est comme avec pas de casque. Ouais. Puis c'est facile à préparer aussi parce qu'on met dans nos cylindres vides la quantité d'hélium qu'on a besoin, puis on remplit au bouchon avec du Nitrox 32, puis bingo, on a notre mélange. Alors, pour ces raisons-là, on utilise les gaz standards.
Puis pour les gens qui disent que GUE ne veut jamais plonger avec personne d'autre qui n'est pas GUE. Là, je plonge avec plein de monde, moi. C'est ça le pire, hein? Mais j'essaie de les amener vers GUE parce que je crois que c'est la bonne philosophie, la bonne approche de la plongée. Alors, je leur offre de venir vers GUE, mais je plonge avec toutes sortes de plongeurs de toutes les agences. C'est sûr que quand on est rendu à faire de la plongée technique, c'est-à-dire avec des compressions obligatoires ou de la plongée de cave, il y a une certaine harmonisation et standardisation qui est préférable, encore une fois, pour des raisons de sécurité. Parce que si on plonge l'Empress of Ireland, moi, je plonge ça avec un mélange 21-35, qui est le meilleur mélange selon GUE pour plonger l'Empress of Ireland. Puis là, toi, tu le plonges avec un autre mélange. Puis qu'on a un problème de gaz, de panne de gaz en profondeur, là, ça va être complexe un petit peu. Comment on va gérer notre décompression? On ne respire pas la même quantité de gaz inerte. On n'aura pas les mêmes obligations de décompression. On va être obligé de partager un gaz qui va changer ce que moi j'ai respiré. Ça rend toute la plongée beaucoup plus complexe. Et on cherche à la simplifier parce que plus que c'est simple, moins on ouvre la porte aux accidents et aux incidents. C'est ça qu'on va préférer. Alors, dans notre communauté qu'on a ici, qui est la communauté GUE, bien, on va plonger avec les mêmes mélanges gazeux, de telle sorte qu'on va faire la même belle plongée ensemble sur l'Empress. Ça va être facile à planifier, on va la faire, ça va bien aller. S'il y a un problème, bien, ça va gérer les doigts dans le nez aussi, parce qu'on sait à quoi s'attendre. Puis, GUE, on a parlé que ça venait de la Floride, mais ils sont où dans le monde? Partout. Partout? Vraiment partout, 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 partout. En Asie, en Europe, à Québec. Partout. Good. Parce que je sais que Paddy est partout, partout, partout aussi, là, mais GUE, on se demandait si... Si on regarde le marché de la plongée, c'est sûr que Paddy mange tout le monde. On prend beaucoup. C'est quoi, 80-85% du marché mondial de la plongée. GUE, c'est tout petit, mais il y en a partout. Il y a des instructeurs partout. Okay. Il n'y a pas des milliers d'instructeurs GUE. Il y a environ 250 instructeurs GUE sur toute la planète. D'abord parce que c'est une petite agence, mais aussi parce que pour devenir instructeur GUE, ben, il faut que tu soumettes ta candidature au bureau de GUE. Il faut que ta candidature soit appuyée par des formateurs d'instructeurs, des trainers. Puis là, donc, il y a un certain tri qui est fait à cette étape-là. Puis c'est une formation qui est longue puis qui est exigeante. Devenir instructeur GUE, ça prend grosso modo 1 an, peut-être un peu plus qu'1 an. Faut apprendre à former, à enseigner, la façon de l'enseigner. Il faut, au terme de tout ça, donner un cours complet, un cours fondamental complet sous l'œil d'un évaluateur qui décide si tu donnes ça correctement ou pas. Et il y a beaucoup d'exigences de maintien de ton certificat d'instructeur aussi. On a un nombre minimum de plongées à faire annuellement, plongées pour nous, pour le plaisir. Pour être instructeur fondamental, il faut au moins que tu sois un instructeur de plongée technique. Donc, il y a toutes ces exigences-là. L'idée, puis ça va avec le motto de GUE, engagé vers l'excellence, Commitment to Excellence, c'est qu'on vise l'excellence. On sait qu'on ne l'atteindra pas, mais on vise l'excellence, puis on a du plaisir à être sur le chemin vers l'excellence. Ça doit être plus facile de garder une standardisation d'excellence aussi quand il y a peu d'instructeurs. Effectivement. C'est plus facile comme ça. Pour pas nommer d'autres agences. C'est plus facile de garder une standardisation, point, quand tu es moins nombreux. As-tu peur pour la suite s'il y en a plus d'instructeurs? Il va en avoir un peu plus, mais ça ne va pas exploser parce que c'est quand même exigeant. Ça prend un engagement personnel très important, un certain engagement financier aussi. Puis après ça, il faut que tu continues là-dedans. Donc, tu ne peux pas être juste instructeur. Il faut que tu plonges. Si je ne fais pas mes plongées Tech 1, mes plongées Cave, à chaque année, mon minimum, je ne peux pas renouveler ma carte d'instructeur. Ma carte d'instructeur est renouvelée à chaque année de cette façon-là. Puis à tous les 4 ans, il faut que je rencontre un trainer évaluateur qui, lui, va me faire un workshop d'instructeur, puis qui va me réévaluer au complet sur toutes mes habilités dans l'eau, puis qui va me redonner ma carte pour 4 ans. Donc, il faut être engagé là-dedans aussi. Il faut le vouloir. Heureusement. Bien, merci infiniment, Martin. C'était super intéressant.
Dans les prochains mois, il y a un cours GUE qui s'en vient au calendrier. En fait, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs qui sont déjà pleins. On s'est partagé des dates là, pour un nouveau 4 jours là, de formation au courant de l'été. Donc, les gens peuvent nous rejoindre à la boutique pour parler de ça, peuvent venir nous rencontrer, évidemment, peuvent venir participer aux activités du mercredi GUE, même s'ils ne sont pas plongeurs GUE, venir rencontrer la communauté. Nous, ça nous fait toujours vraiment plaisir de partager ça avec vous, de partager une plongée avec vous aussi, de voir comment ça se passe finalement, puis de pouvoir venir chiller avec nous. C'était vraiment un plaisir. Oui, puis s'il y a des gens qui ont un blocage en disant, ben non, GUE, j'aime pas ça parce qu'il m'impose telle chose, ben venez me voir puis demandez-moi pourquoi vous imposez tel équipement ou tel protocole. Puis on en parlera. Ouais. Puis venir plonger avec vous autres, pour vrai, nous, on a trouvé ça vraiment le fun parce que tu l'as dit, venez chiller avec nous, mais c'est vrai, c'est ça pour vrai. Tu sais, il y a la communauté qui est là, qui est le fun, puis en plus, tu vois le pourquoi des actions. Fait que, ouais, ça vaut la peine de venir. Yes. Merci Merci, infiniment. Martin. Bienvenue.